Bien, je vous salue déjà pour votre présence ici pour écouter un petit peu les restauratrices qui vont s'exprimer en lien avec l'exposition, avec ce si beau titre « Anatomie d'une restauration ». Je remercie vraiment Madame l'adjointe à la culture d'avoir introduit cette table ronde. Je vous propose effectivement, Madame l'adjointe à la culture a donné les noms, mais je propose, avant d'ouvrir la séance, pour que vous sachiez exactement qui sont les personnes qui sont autour de la table, qu'elles puissent se présenter et nous dire un petit peu donc qui elles sont, quelles ont pu être leurs formations, et parler un petit peu de leur métier avant que nous lancions le débat. Je me présente moi-même, je suis Panchika de Pape, puis je suis conservatrice honoraire du musée Unterlinden de Colmar, et puis je suis conservatrice des antiquités et objets d'art pour le département du Haut-Rhin. Donc peut-être je laisse un petit peu la parole à chacune des restauratrices et à la conservatrice des monuments historiques qui était en Alsace pendant de nombreuses années et qui maintenant a trahi l'Alsace puisqu'elle est partie en Bretagne. Ça ne va pas du tout. Donc je vous laisse la parole. C'est bien que vous puissiez nous donner vos métiers et puis votre spécialité et la formation, parce que peut-être certains d'entre vous auraient des velléités de devenir restaurateur, restauratrice un jour. Donc Anne Carrois, restauratrice de peinture et bois doré, installée en Bourgogne et travaillant entre Bourgogne et Paris. Et j'ai effectué ma formation à l'Institut national du patrimoine à Paris. Et donc je travaille principalement sur des peintures sur toile, sur bois et des cadres en bois doré. Et j'affectionne particulièrement les projets interdisciplinaires comme celui sur le retable de Rodin. Adèle Cambon-Lavalette, je suis restauratrice de sculpture, particulièrement de sculpture polychromée, c'est-à-dire la sculpture peinte. J'ai fait la même formation qu'Annika, donc l'Institut national du patrimoine, mais en spécialité sculpture. Et je travaille depuis 2013. J'ai un atelier à Paris, mais je travaille dans toute la France. On va passer la parole à Noël Jeannette. Et moi, je suis Noël Jeannette, je suis restauratrice de tableaux, de peinture. Je suis à Börsch, où j'ai un grand atelier. Je suis installée depuis, il faut que je réfléchisse, 1996, je crois. Et j'ai fait la formation conservation, restauration, peinture d'Avignon, qui est abritée par l'école d'art d'Avignon. Voilà. Donc je travaille pour les musées de la région, pour les monuments historiques, que dire de plus, sur les panneaux peints. Et oui, voilà. Ouais. Et la commissaire de l'exposition. Co-commissaire, avec Chloé Carré, la directrice de la bibliothèque humaniste. Donc Laure Mendous, je suis conservatrice des monuments historiques. Et j'étais en Alsace pendant 3 ans, où j'ai pu suivre, du coup, avec toute cette contrôle scientifique et technique de l'État sur les restaurations d'œuvres protégées au titre des monuments historiques, la restauration de l'ensemble des œuvres qui sont présentées dans l'exposition Anatomie d'une restauration. Ma formation, à moi, c'est une formation d'historienne de l'art, d'abord à l'école des Chartes, puis à l'école du Louvre, et ensuite le concours de conservateur qui ouvre ensuite une formation de 18 mois ponctuée de stages avant de prendre ce premier poste de conservateur en Alsace, où je suis restée 3 ans avant de trahir honteusement l'Alsace pour la Bretagne. Très bien, merci. Donc je pense que comme ça, vous avez l'ensemble des partenaires de cette table ronde et on peut ouvrir la discussion. Alors je me suis dit que peut-être avant de commencer la discussion avec toutes les personnes, je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps, mais pour que vous ayez quelques données un peu théoriques sur la restauration, je me suis permis de prendre quelques notes pour que vous sachiez qu'en fait la restauration des œuvres d'art s'appuie sur une espèce de charte, de texte fondamental qu'on appelle la Charte de Venise, qui date déjà de 1964 et qui était un texte qui a été rédigé par des personnalités du monde entier et sur la problématique de la conservation et de la restauration des monuments. Ça s'adressait au départ à des éléments d'architecture, mais finalement, aujourd'hui, on applique encore cette charte, même s'il y a des problèmes, et peut-être qu'on en parlera lors de notre table ronde, mais il y a aujourd'hui des questions nouvelles qui ont apparu. Nous sommes au XXIe siècle et qui font que des questions se posent par rapport à cette charte. Mais j'ai choisi quelques
quelques articles pour que vous ayez une idée un peu théorique de ce qu'est la restauration. Je me suis dit qu'on peut changer le mot architecture et monument par œuvre d'art. Donc la charte de Venise. Donc, par exemple, l'article 2, la conservation et la restauration des monuments, on pourrait dire des œuvres d'art, constitue une discipline qui fait appel à toutes les sciences et à toutes les techniques qui peuvent contribuer à l'étude et à la sauvegarde du patrimoine. Article 3, la conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l'œuvre d'art que le témoin d'histoire. Article 4, la conservation des monuments ou des œuvres d'art impose d'abord la permanence de leur entretien. Article 9, la restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument, œuvre d'art, et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse. Voilà, donc c'est une grande théorie qui est faite pour être suivie, mais pour être aussi peut-être reprise à certains moments. Je trouve que ça, c'est assez intéressant. Donc, ça serait bien qu'on puisse parler de tous ces éléments, même s'ils sont un petit peu théoriques, mais à partir des exemples que vous avez pu suivre, et peut-être des exemples qui sont dans l'exposition. Il y a peut-être une première question que je vais poser un petit peu à tout le monde, à la fois à celle qui est donneur d'ordre, qui organise ces restaurations, et puis aux restauratrices, c'est la question du temps. Est-ce que l'échelle du temps est la même dans la restauration que dans notre vie à nous, simples êtres humains? Laure, peut-être, puisque en tant que donneur d'ordre. Oui, merci. La question du temps, elle est effectivement importante. Il ne faut jamais se précipiter dans une restauration. Et je pense que ce qui était dit dans cette charte de Venise, qui est un peu notre Bible, qu'il faut toujours un petit peu reprendre ou en tout cas interpréter. On peut toujours faire dire beaucoup de choses au texte, mais ça reste en tout cas une boussole qui permet derrière de discuter dans la collégialité avec des personnes qui partagent les mêmes principes, mais qui peuvent avoir une interprétation différente. Et le but, c'est de faire aussi coïncider cette interprétation avec les œuvres, parce qu'on ne peut pas non plus plaquer une théorie sur une œuvre, il n'y a pas de recette toute faite. Et donc ça rejoint la question du temps, parce que le temps de l'étude préalable est un fondamental dans nos œuvres protégées au titre des monuments historiques et des œuvres de musée aussi. Et je pense qu'il faut prendre ce temps de l'étude, prendre le temps de la concertation aussi avec les différents partenaires, parce qu'effectivement, donc en tant que DRAC, on arrive avec parfois des subventions, parfois pas de subventions, mais dans tous les cas avec un contrôle qui doit s'exercer scientifique et technique pour s'assurer que ce qui est proposé en termes de restauration soit bien conforme à la déontologie de la restauration. Et donc ce temps de la collégialité, d'échange aussi avec et les restaurateurs et les propriétaires des œuvres est fondamental pour travailler aussi à trouver une acceptabilité des solutions et à trouver la meilleure solution possible pour les œuvres et que ce soit bien compris, partagé par l'ensemble des partenaires. Je pense que c'est ce temps qui permet aussi de créer une validation commune et une adhésion profonde en fait à chacune des solutions qui doit être trouvée. C'est ça qui est visé. Alors peut-être avant de laisser la parole aux restaurateurs, puisque là, Laure parlait en tant que maître d'œuvre, elle parlait du temps et des études préalables. Ça fait peut-être beaucoup aussi d'éléments pour vous. Je vous donne un élément, un retour d'expérience quand j'étais conservatrice au musée, juste pour vous dire, par exemple, sur la restauration de 2 volets peints d'un retable qui se trouvait dans une église colmarienne, dont on a perdu la caisse, mais restauration, donc peinture, qui a débuté en 2013, qui s'est terminé en 2022 avec des temps de latence et d'espace entre les deux. Restauration pas trop complexe, sauf qu'entre-temps, il y a eu un problème de climatisation au musée. L'hygrométrie, enfin la température et l'hygrométrie de la salle ont chuté brutalement, surtout l'hygrométrie.
on est descendu à 25% d'hygrométrie, le panneau a claqué. Enfin, pour vous dire qu'il y a aussi des éléments autres qu'il faut prévoir et qu'il faut comprendre. Mais donc cette restauration qui s'est échelonnée, alors qu'il y avait 2 volets peints, donc 4 faces à restaurer, c'était pas si compliqué que ça au départ. Ça l'a été. Et c'est vrai qu'à l'époque encore, quand j'avais commencé à prévoir cette restauration, c'était donc en 2009, j'avais fait un plan de restauration. À l'époque, on ne faisait pas d'études préalables à la restauration. Parce que ça ne se faisait pas, sauf pour des œuvres un peu majeures, complexes. C'est vrai, avec peinture, avec des sculptures. Mais pour 2 volets peints de retable, on ne le faisait pas. Et j'avoue, moi-même, avoir écrit à la DRAC en disant « mea culpa, j'aurais dû faire » une étude préalable à cette restauration, parce qu'on ne s'était pas posé suffisamment de questions en amont. Et l'étude préalable permet de mettre à plat toutes les problématiques, et ça, c'est important. Et même si on avait pris le temps pour faire cette restauration, parce que de 2013 à 2022, il y a eu 9 ans, il y a eu des interruptions, bien sûr, mais il faut vraiment faire aujourd'hui, mais ça a changé, mais des études préalables qui permettent de poser toutes ces questions-là. Donc il y a à la fois le temps et la réflexion en amont de tout ce qu'il faut faire, et c'est un petit peu compliqué. Donc par rapport au temps, Noël, qu'est-ce que toi tu en penses ? Le temps, moi je cours après tout le temps. Moi, alors que, comment dire, dans ma façon de travailler, je fais sans doute moins d'études préalables, puisque je pense notamment à mes travaux sur des tableaux monuments historiques, des tableaux d'église, qui sont parfois vraiment très très grands, et qui ne nécessitent pas toujours une étude préalable, sauf si on appelle étude préalable des tests de solvants pour voir si le vernis s'en va bien et comment et jusqu'où on veut aller. Mais en revanche, concernant le temps, moi, ce dont j'ai besoin, c'est que certains tableaux, surtout quand ils sont grands, c'est pas forcément que ce soit compliqué, mais il y a une démarche à suivre, il faut penser aux manipulations. Et parfois, je ne sais pas très bien par quel bout commencer. Et donc, le temps est mon allié dans la mesure où j'ai besoin d'avoir le tableau sous les yeux dans mon atelier, parfois pendant, j'ose même pas le dire, parfois pendant des mois, aussi parce que j'ai pas la possibilité de le commencer. Une fois qu'on commence un grand format, c'est parti pour un moment, mais j'ai besoin de pouvoir tourner autour, de le fréquenter et pour savoir comment je vais intervenir. Et à un moment, ça devient tout à fait clair. Enfin, je commence par ça. Et en fait, j'ai besoin de prendre le temps de le côtoyer avant de commencer. Voilà. C'était pareil pour les panneaux, d'ailleurs, qui sont exposés. Mais c'est bien, ça, c'est cette rapport idée au temps. De s'approprier aussi, de prendre le temps de s'approprier de l'œuvre pour la comprendre avant de restaurer. Et puis, l'aborder tranquillement, en étant sûr de soi, mais il faut pas se précipiter. Jamais. Voilà. Même si les politiques demandent à se précipiter. On fait ce qu'on peut, quoi. Très bien. Et peut-être toutes les deux, Roxana et Adèle, par rapport à votre restauration que vous avez opérée et qui est exceptionnelle sur le retable de Roderne, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport au temps, qui peut être différent, toutes les deux, mais nous en parler un petit peu? Moi, je suis assez d'accord avec cette sorte de fréquentation, de rentrée. On a toujours des idées avant, et il faut combattre ces idées pour pouvoir y aller tranquillement et accepter que nos idées, ce qu'on s'est dit dans notre petite tête, ça va marcher, si on va faire comme ci, comme ça, dans tel ordre, il faut accepter que ça va être complètement chamboulé potentiellement, plus ou moins en fonction des cas. Et c'est vrai que l'exercice tel qu'on le pratique en tant qu'indépendant, donc avec des logiques de rentabilité d'entreprise, n'est pas toujours l'ami de ce qu'il faudrait faire pour le bien des œuvres. Voilà, prendre ce temps, elles nous arrivent avec toute leur histoire, souvent dont on ne sait rien, parce que les archives, c'est quand même rare. Et voilà, il faut accepter qu'il ne va pas tout nous dire tout de suite, et voilà. Mais, encore une fois, après, on fait avec
toutes les injonctions qui sont autour et qui sont aussi légitimes, telles que les budgets, les histoires de facturation, les expositions, qui sont des grandes demandeuses de restauration, les emplois du temps de tout le monde, parce qu'on est donc tous quasiment dans des entreprises unipersonnelles et on s'assemble en groupe quand on fait des choses importantes. Et chacun a son planning à respecter et du coup il faut jongler entre tout ça. Bon, voilà, tout ça c'est un savant dosage et des fois on aimerait bien que ça soit plus long et d'avoir plus le temps, encore une fois, de faire les choses et c'est pas forcément possible et voilà, c'est la vie, mais on essaye d'améliorer ça et c'est vrai que le fait d'avoir des études préalables quand c'est nécessaire, ça permet de voir beaucoup de choses et surtout de mettre en route les cerveaux respectifs pour essayer de construire cette connaissance qui est souvent beaucoup due à l'observation. C'est rare quand on nous apporte un beau dossier avec plein de choses écrites par le passé, mais souvent on nous dit il est arrivé telle date dans nos collections et on ne sait pas grand-chose. À vous de nous dire ce qui s'est passé. Et c'est passionnant, mais c'est vrai que ça demande de mettre en route toute une série de rouages. Voilà, c'est mon rapport au temps. Annika, je ne sais pas si... Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je parlerai du rapport au temps au sein de l'intervention. On a bien sûr des temps nécessaires d'évaporation de solvants, de séchage de vernis, dans le cadre, en tout cas, du traitement des couches picturales. Et aussi, l'ordre logique des interventions nous aide à prendre le temps aussi de comprendre la matière. On commence toujours par une stabilisation, un constat tout d'abord. Donc le constat, c'est un premier parcours de l'œuvre centimètre par centimètre, face revers. Ensuite, on a la stabilisation, donc on va chercher les endroits fragilisés, les stabiliser. Donc là, on reparcourt encore l'œuvre et tous ces regards portés sur l'œuvre, c'est le temps de l'intervention qui est aussi nécessaire et qui permet à chaque fois de poser centimètre par centimètre un regard différent sur la matière parce qu'on est en train de faire des actions différentes et ça nous amène à l'étape toujours pas la plus critique mais la plus complexe du nettoyage et du retrait des couches appliquées dans le temps avec déjà un premier apprivoisement de la matière. Vous parliez de tourner autour et je trouve que commencer les interventions et prendre le temps à chaque étape de réobserver l'œuvre avec un nouveau regard permet ça aussi. Ah, c'est bien. Donc, vous voyez, ce temps, il est multiple. Il y a le temps des donneurs d'ordre, le temps des financeurs, le temps de ceux qui vont travailler. Dans le temps de ceux qui vont travailler, il y a le temps en amont, le temps d'apprivoiser l'œuvre. Et puis après, tous les différents temps, les temps dans une équipe, il y a plusieurs temps aussi. Et puis le temps quand vous êtes face à l'œuvre, en fait, et quand vous travaillez sur l'œuvre. Moi, c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout restauratrice, mais moi, l'image que j'ai de la restauratrice, du restaurateur, c'est le petit, peut-être que vous l'avez tous, parce que c'est celle qu'on voit toujours sur les images qu'on voit, c'est le petit coton-tige qui est en train de nettoyer et qui devient de plus en plus gris, de plus en plus noir. Et là, on se dit que le temps s'arrête. Enfin, moi, j'ai toujours adoré, quand j'étais dans un musée, regarder les restaurateurs travailler, même si on n'a pas non plus le temps de toujours faire ça, mais c'était important. Il y a cette étape-là, et moi, j'aurais toujours en tête un autre temps qui est celui de la réintégration. Et pour le retable d'Issenheim, la présence de colonnes, alors je ne sais pas si vous avez en tête cette image-là, dans le concert des anges, il y a des colonnes jaunes, et l'usure du temps
avait fait que les lignes, il y avait 3 lignes verticales sur ces colonnes qui donnaient la profondeur à la colonne. Et ces lignes avaient disparu et il ne restait que des petits points. Et moi, je suis restée, je ne sais pas, vraiment très longtemps à regarder la restauratrice repositionner ces petits points avec un pinceau, un poil, poser le petit point pour recréer la ligne, et je voyais la ligne se redessiner, et j'avais l'impression que la colonne me venait dessus. Et ça, je me suis dit, mais waouh, ça c'est... Et alors que, voilà, mais il fallait prendre ce temps-là, et je trouve que c'est une belle chose de parler du temps avec les restaurateurs. Et puis si je peux rajouter quelque chose, Panchika, c'est aussi dans cette exposition, ce qui est très beau, c'est qu'on a pu mettre des œuvres qu'on n'avait pas eu le temps de restaurer avant. Rodin, la première étude date de 2017. Ouais. Le projet, c'était de l'exposer pour la réouverture de la bibliothèque humaniste. Et en fait, on s'est rendu compte après l'étude que c'était pas possible de la restaurer à temps, et du coup, elle est repartie en réserve. Et ce qui a relancé le projet, c'est l'exposition peinture germanique du musée Unterlinden, qui était aussi à Dijon et Besançon, et où là, ils nous ont demandé en prêt le retable de Rodin. Donc là, on est allé voir l'œuvre avec Chloé Carré, et on s'est dit non, ce ne sera pas possible de l'exposer pour cette magnifique exposition qui se tient dans un an, parce que le travail était trop conséquent sur l'œuvre, et on le savait déjà, mais par contre, on s'est dit, on va quand même la restaurer, parce qu'on avait cette opportunité aussi budgétaire, scientifique, il y avait cette étude qui marchait encore, et c'est le cas pour plusieurs des œuvres dans l'exposition. C'est le cas pour les tableaux de Saverne aussi, qui avaient juste été restaurés, bichonnés vraiment très très simplement pour pouvoir être exposés, mais qui derrière ont eu une restauration plus fondamentale de leur support. C'est le cas pour les panneaux de Strasbourg, il y en avait un seul qui avait été restauré pour l'exposition, et là on a pu restaurer l'ensemble du cycle. Donc on adapte quand même toujours le temps aux œuvres et pas l'inverse. Voilà. Et du coup, on s'inscrit aussi dans les pas de nos prédécesseurs, et ça c'est aussi très beau. Je sais que j'avais souvent des messages de mon prédécesseur conservateur des monuments historiques qui me disait « Ah, t'as réussi à faire sortir cette restauration, c'est super !» Très content de voir que cette œuvre se restaure. Et je pense que voilà, c'est aussi dans une continuité des personnes qui travaillent dans le patrimoine et des conservateurs qu'on arrive petit à petit à faire sortir ces restaurations. Donc c'est très beau. Ouais, ça, c'est vrai que c'est bien. Est-ce que peut-être maintenant on pourrait rentrer un peu dans le vif du sujet, enfin on y est vraiment déjà, mais par rapport aux restaurations que vous faites, ce qui va en rester. J'avoue que l'exemple ici de la bibliothèque humaniste est assez exceptionnel, puisqu'il y aura l'exposition, bravo, il y aura cette capture d'écran, il y aura toute la documentation qui est là pour le public. Mais vous-même, est-ce que vous pouvez nous parler des rapports qui sont rédigés après les restaurations et de ce que vous allez faire pour le retable de Rodin et ce que pourra garder la bibliothèque humaniste, qui sera après archivée et qui pourra être lu après par tout le monde? Alors ça, c'est la dernière étape de notre travail. C'est pas la plus facile. Souvent, on pousse un ouf de soulagement. Quand on finit une grosse restauration, on redescend un petit peu. Mais en fait, il ne faut pas tout de suite le faire, parce qu'il y a un rapport de restauration à rendre qui est le garant justement de la traçabilité de l'intervention. Et on doit tout consigner dedans, c'est-à-dire ce qu'on a observé sur la technique, comment enrichir le constat d'état, pourquoi on a fait tel choix de traitement, beaucoup de photographies qui sont là pour témoigner vraiment de ce qui a été fait. Souvent, ce qui n'a pas marché, ça c'est vraiment très important, parce que dans X années, quand on redécidera de réintervenir pour telle ou telle raison, c'est important aussi de savoir ce qui n'a pas marché, pourquoi certaines choses on ne les a pas faites, parce que dans cette histoire de temps, c'est aussi accepter qu'il y a des choses que maintenant on ne sait pas faire, mais peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, on saura faire, et il ne faut pas s'acharner. Accepter que là, on ne sait pas faire, et peut-être que des gens, avec l'avancée des connaissances, sauront faire après nous. Voilà, et on ne l'a pas encore rendu.
C'est en cours. C'est en cours. Ça, je comprends. Et il y a eu plusieurs restaurations antérieurement à vous. Vous les avez vues en restaurant, vous avez vu plusieurs étapes. Oui, et c'est vrai que dans le rapport, c'est aussi, on fait le rapport pour le présent, toute cette documentation qui peut être exploitable dans le cadre de l'exposition pour les responsables de collection, mais comme l'évoquait Adèle, aussi pour le futur, expliquer d'où on est parti, d'où l'intérêt de toute la documentation avant, aussi de documenter en cours de traitement pour que les pas à pas des interventions soient clairs, non seulement décrites par le texte, mais également visibles par l'image. Et oui, de pouvoir transmettre ça pour que les restaurateurs et les restauratrices dans le futur comprennent aussi notre point de départ et les problèmes qu'on a pu rencontrer. Et c'est vrai que plusieurs campagnes de restauration étaient visibles sur l'œuvre. Est-ce qu'il existait des rapports de ces restaurations antérieures? Non. Non. Mais ça, il faut aussi que le public le comprenne, c'est-à-dire que c'est très récent aujourd'hui le travail colossal que font les restauratrices. Après la restauration, elles délivrent un rapport qui est une somme à la fois de tout ce qu'elles ont réalisé, mais toutes les questions auxquelles elles ont pu réfléchir, qu'elles vont mettre dedans, et elles arrivent quand même aussi à présenter ce qu'ont fait les autres qui ne nous ont rien laissé. Moi, c'est vrai qu'au musée Unterlinden, les rapports de restauration, ils sont arrivés très tardivement. Et ça, ça fait partie de votre travail, mais ça vous prend énormément de temps. Mais c'est une chance pour les archives futures et pour les restaurations futures. Il n'y avait rien avant. C'est assez fou. Alors, pour le dossier de documentation, je peux vous apprendre une chose sur le retable de Rodin, mais qui est presque en négatif, parce que moi, dans les archives de Colmar, c'est assez intéressant. Le curé de Rodin a écrit au maire de Colmar en 1860, en juillet 1860, pour lui proposer en don le retable de Rodin. Et le conservateur de l'époque, c'était pas ce nom-là, mais c'était l'érudit local, l'archiviste et bibliothécaire local, M. Louis Hugo, qui est assez extraordinaire, qui a créé le musée Unterlinden à Colmar. Il a été voir le retable, il écrit au maire en lui disant « Non, mais vous savez, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Laissez. » En gros, c'était laisser tomber. Je me suis dit « Oh !» Pourtant, d'habitude, il a l'œil. Je pense qu'il doit être très fatigué ce jour-là. Il s'est dit « Non, on va laisser tomber, on en a trop. » Voilà. Donc, le retable de Rodin, par chance, c'est très beau comme et se trouve à la bibliothèque humaniste. Je vous donnerai la cote de la lettre. J'ai la photographie de la lettre pour vous le donner. Mais ça n'a rien à voir avec la restauration, mais vraiment, il a dû se dire, celui-là, il est trop abîmé, on ne va pas le garder, on ne va pas le prendre au musée. Je trouve que c'est intéressant, ça parle du fait qu'il faut rester humble. Ouais. On pose un regard, aujourd'hui on dit c'est magnifique, hein, mais c'est notre époque qui dit ça. Bien sûr. Et on est juste infusé dans notre époque. Ouais. Et ce qu'on regarde avec un peu de mépris, certaines productions qu'on regarde avec un peu de mépris, peut-être que demain, on trouvera ça incroyable. Donc, et Noël Jeannette, par rapport au rapport de restauration à cette oui, moi aussi j'en fais. Et oui, c'est un petit peu la dernière chose qui reste à faire. Il ne faut pas laisser tomber la pression parce que c'est pas... Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime faire, mais c'est absolument indispensable. Et je consulte... Moi-même, je consulte quand même assez régulièrement de mes anciens rapports, pour savoir comment j'ai fait. Enfin, bref. Et... oui, enfin, c'est indispensable pour les suivants, pour les œuvres, pour savoir quels produits ont été utilisés, comment, ce qui n'a pas fonctionné, effectivement. Mais moi, de temps en temps, je suis tombée sur des rapports anciens, mais alors c'était très drôle, des rapports pas datés, par exemple. Donc, assez récemment, typographié, sans date, et puis c'était marqué résine synthétique, sans aucune précision. Et juste le nom du restaurateur, là, quand même. Et ça arrive. Mais là, je parle de tableaux de musée. C'est peut-être plus... Et justement, Laure, en tant que conservatrice des monuments historiques, par rapport à ces rapports, par rapport à cette documentation,
Quelle est l'importance de cette documentation pour Ouais. la documentation de la conservation? Elle est fondamentale. Et c'est vrai qu'on est un peu les méchants à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est une pièce qu'on exige. Nous, on ne considère pas que la restauration est terminée quand l'œuvre est restaurée, mais une fois que le rapport est rendu. Donc les propriétaires ne peuvent pas toucher les subventions tant que le rapport n'est pas rendu. Donc ça permet en fait d'avoir quand même toujours une prise, hein, mais c'est vrai que c'est pas gentil, mais on est bien obligé aussi d'avoir ce contrôle-là. Et aussi pour dire que c'est quelque chose dont on s'est rendu compte quand même, je pense collectivement, et restaurateurs, et conservateurs, et chercheurs aussi, puisque c'est une science aussi la restauration, que tout ce qui a été fait dans les années 70-80 sans aucune trace physique, matérielle de qu'est-ce qui a été mis sur cette œuvre et pourquoi, ça nous causait quand même énormément de difficultés aujourd'hui, et qu'il fallait du coup résoudre tout ça. Et là-dessus, j'ajouterais aussi qu'il y a de plus en plus, au niveau de la médiathèque, du patrimoine et de la photographie, une recherche aussi de récupérer des archives de restaurateurs qui partent à la retraite. Et que ça peut être aussi extrêmement précieux, parce que même s'ils n'ont pas fait de rapport de restauration en tant que tel, on peut avoir dans leurs archives des choses qui nous permettent de savoir un peu quel type de traitement a été utilisé, à quelle époque, pourquoi. Donc voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui se développe aussi pour essayer de documenter tout ça. Et peut-être sur ces restaurations et sur la technique de ces restaurations, voir un petit peu l'évolution. Est-ce qu'il y a des évolutions aussi dans les modes opératoires? Il y a eu des changements, il y a eu des apports. J'avoue que pour Roderne, j'étais très impressionnée par le fait que vous ayez travaillé avec le laser combo, qui est à la pointe de la restauration quand même, qui était employé vraiment pour la restauration pierre, sur les monuments historiques. Mais est-ce que et même le donneur d'ordre, enfin la conservation des monuments historiques, est-ce que vous voyez ces évolutions dans cette technicité, dans l'outillage même et dans la façon d'appréhender? Oui, quand même. Bon, c'est vrai que le laser, on en parle beaucoup et dans plein de domaines différents, je trouve. Récemment, j'en ai entendu pas mal parler. Je trouve qu'il y a des modes aussi. À l'époque, quand on a commencé à faire des gels, il fallait absolument faire des gels partout, tout le monde, tout le temps. Et puis après... faut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est qu'un gel. En général, pour le nettoyage des peintures, la solubilisation des vernis, la technique classique consiste à tremper un coton, on va dire un coton-tige, un gros coton-tige pour simplifier, dans un solvant ou des mélanges de solvants. Et on travaille sur la surface. Mais à l'époque, moi quand j'ai commencé, on ne parlait pas beaucoup de gel. J'avais vu quelqu'un faire des tests de gel quand j'étais à Vienne dans un stage, c'était il y a longtemps. Et ensuite, on a commencé à en faire beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, j'ai fait beaucoup de gel, je trouvais ça génial. Mais pour finir par me rendre compte que dans les 3/4 des cas, pas toujours, j'étais pas tellement gagnante, pas forcément gagnante. J'avais l'impression que c'était un petit peu une question de mode. Par gagnante, je veux dire qu'il n'y avait pas tellement d'avantages que ça par rapport à l'usage de solvants liquides. Pas dans tous les cas, je dis bien, mais... et je trouve qu'on en parle un peu moins des gels, par exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi, je trouve que... Ça dépend ce qu'on fait aussi. Il y a effectivement, quand une nouvelle technique sort, il peut y avoir un effet de mode. Mais ce qu'il est bien de garder à l'esprit, c'est qu'à chaque fois, c'est une méthode qui s'ajoute au répertoire des possibilités. Et c'est souvent une nouvelle méthode qui est mise au point dans un objectif toujours de plus grande prudence de ce qui va toucher l'original, soit en termes de rétention de solvants, soit en termes aussi de toxicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches dans le nettoyage des couches picturales sur des gels qui utilisent des solvants moins toxiques pour les opérateurs. Et le laser fait partie aussi d'un outil qui n'est pas adapté pour chaque objet,
comme les gels, ce n'est pas adapté pour chaque c'est objet. ça. Parfois, on se rend compte que voilà, retourner à la solution la plus simple en termes de mise en œuvre du coton au bout d'un bâtonnet pour retirer un vernis, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais la palette s'élargit. Et donc aussi les questionnements quand on met au point le protocole aussi. Et ce sont des ressources en plus auxquelles on peut penser, des fils qu'on peut tirer et qui enrichissent notre pratique, mais qui ne remplacent pas du tout toute la réflexion avant de faire les tests, ou même en cours de test, de l'élaboration du protocole qui est vraiment intéressante, et protocole qui a aussi le droit d'évoluer en cours de restauration, comme ça a été le cas sur le retable de Rodin, où le laser est arrivé quand même un peu plus tard dans l'histoire, et heureusement qu'il est arrivé d'ailleurs. Peut-être que vous pouvez nous l'expliquer. Oui, alors pour faire très, très simple, donc en effet c'est un outil en plus, c'est pas l'outil qui change tout et qui révolutionne tout, c'est juste on a encore un truc dans notre besace. Donc sur les parties sculptées et le cadre côté peinture, on avait beaucoup de problématiques de retrait de repeint et de retrait d'un vernis aujourd'hui très gris et presque opaque qui plombait tout, quoi, pour dire les choses très très crûment. Très scientifiquement. C'est très clair, au moins l'image est claire. Oui. Au début, on comprenait même pas que c'était un vernis parce qu'il fluorescait pas, donc il se comportait pas comme un vernis. Pour nous, c'était de l'encrassement. On essayait tout ce qui était possible pour retirer un encrassement, ça ne marchait pas. Voilà. On a fait beaucoup de tests avec les méthodes chimiques, les gels, pas les gels, les émulsions. Enfin, je vous passe vraiment. C'était très long. Ce qu'on voyait, c'est qu'il fallait aller très fort avec des méthodes un peu costauds pour commencer à le solubiliser, et qu'en dessous, les couches originales n'appréciaient pas forcément ça. Donc on se retrouvait face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Prudence. On ne fait pas quelque chose qui pourrait causer des dégradations sur ce qui est en dessous. Et puis il se trouve que je fais partie des rares huluberlus à avoir fait l'acquisition d'un laser avec une collègue. C'est des matériels qui coûtent très cher, donc on ne fait pas ça comme... voilà. Et l'utilisation n'est pas très simple. Hein. Ah non, il faut se former. En plus, ça nécessite toute une protection des yeux, de la peau, voilà, d'être dans une pièce où tout le monde est protégé. Bref, il se trouve que le premier laser, parce qu'il y en a eu deux, le premier laser était de passage à l'atelier entre deux chantiers, et que ma consoeur Jennifer Watelot a dit on va essayer. C'est un laser, en effet, comme vous l'avez dit, qui est utilisé depuis assez longtemps sur la pierre. Donc nous, en sculpture, on est assez familier de cette technique, voilà, et beaucoup utilisé dans les années 80. Ensuite, on s'est rendu compte que ça jaunissait, donc branle-bas de combat, notamment dans les monuments historiques, par exemple sur la basilique de Saint-Denis. Et là, il y a eu un espèce de retour voilà, la porte qui repart dans l'autre sens en disant surtout jamais plus de laser, c'est pas du tout bon, etc. Avec des architectes en chef des monuments historiques que je ne citerai pas, qui ont vraiment fait une espèce de pression en disant plus jamais cet outil, c'est le diable incarné. Bon, il se trouve qu'entre-temps, les technologies laser ont beaucoup évolué et les actuels lasers ne jaunissent pas forcément, qu'il y a eu des thèses et des thèses qui ont été faites sur le jaunissement laser pour comprendre les phénomènes qui sont des phénomènes en fait beaucoup plus complexes que ce qu'on avait imaginé. Et on arrive petit à petit à redire qu'on a le droit d'utiliser les lasers. Bon, bref, notre cher laser était à l'atelier. Il se trouve qu'on a fait un test sur les dorures qui était magnifique, presque magique, parce que
Alors, bien sûr, avec un contrôle très précis des paramètres et un opérateur qui sait l'utiliser, parce que c'est quand même particulier, on arrivait à faire sauter ce fameux vernis difficilement soluble par petites écailles sur la dorure. Et tout d'un coup, on retrouvait la dorure qui sinon apparaissait vraiment grise et difficile à regarder. Donc là, on a contacté Laure et Chloé en leur disant « Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Regardez comme c'est beau !» Et voilà, tout le monde était très content. Donc sauf qu'en fait, il n'était pas disponible. Il devait repartir tout de suite pour aller je ne sais plus où. Donc on l'a attendu sagement, d'où l'idée du temps, en se disant « Tant pis, on l'attend, il reviendra quand il aura fini de travailler ailleurs. » Et voilà. Sauf qu'il ne pouvait pas être utilisé sur toutes les surfaces, parce que certains pigments ne réagissent pas très bien, soit à l'apport élevé de chaleur, soit à des énergies très hautes. Et le laser, c'est beaucoup d'énergie sur une très petite surface. Donc, en général, c'est pas tout le temps le cas, mais en général, les pigments à base de plomb et de mercure, ou de mercure, deviennent gris. Donc, certains rouges et certains blancs, essentiellement. Il se trouve que du blanc, il y en a dans les carnations, du rouge, il y en a sur tout le cadre et sur certaines parties. Donc, on s'est dit, ok, on a résolu le problème des dorures, le problème des verres. Qu'est-ce qu'on fait sur le reste ? Il se trouve que nous, on avait déjà testé, moi j'ai testé à la cathédrale d'Albi, sur les sculptures du tour de chœur de la cathédrale d'Albi, qui sont des merveilles de la sculpture et de la polychromie, très très belles polychromies, qui sont recouvertes, polychromie originale, recouvertes d'un épais vernis, qui lui se dissout très bien, mais est tellement épais qu'il faut mettre beaucoup de solvant, et que c'est un peu délicat de mettre beaucoup de solvant sur des très belles polychromies originales. Et donc, on avait testé plusieurs lasers en faisant venir une spécialiste de laser qui est italienne, parce que les Italiens sont en avance sur nous, notamment sur les peintures et les polychromies. Donc, elle était venue avec sa voiture avec, je crois, 4 ou 5 lasers différents. On avait testé sur pas mal de surfaces, notamment un autre laser qui travaille sur une longueur d'onde qui n'est pas du tout celle du premier laser et qui n'enlève aucune matière, mais qui dégrade certaines liaisons chimiques, qui sont les liaisons chimiques qu'on trouve dans les matières organiques, donc typiquement les vernis. Donc ça dégrade, et ensuite on peut revenir avec un solvant qui n'est pas celui qui solubilise le vernis, pas forcément, pour retirer cette matière dégradée. Donc nous, on avait notre petite musique en tête de on testerait bien ce laser, mais en fait, ce laser n'était pas disponible à la location. Il fallait payer 2 semaines de location, ce qui coûte très 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 cher. Minimum 2 semaines, voilà, et que aucun professionnel libéral en entreprise individuelle n'en possède un. Donc vous avez en face de vous quelqu'un d'un peu fou, et avec mes collègues, on s'est dit, c'est l'occasion, je rêvais, on va acheter un nouveau laser. Et donc, on a fait cette acquisition, voilà, donc le temps qu'il arrive, on a patienté encore une fois, et il se trouve qu'on avait eu Enfin voilà, c'était conforme à ce qu'on imaginait, et ça s'est passé comme prévu. Ça a permis de dégrader ce vernis qu'on n'arrivait pas à dégrader autrement et de le retirer sans altérer les blancs de plomb, les vermillons, etc. Voilà, pour expliquer un peu qu'il faut rester un peu... Il faut accepter qu'on ne sait pas toujours, qu'il faut attendre de réfléchir ou d'avoir les bons outils, ou que les outils soient créés. En fait, on a eu la chance que ces lasers existent. S'ils n'existeraient pas, on n'aurait pas eu cette solution. Et l'affiche de l'exposition est une illustration du deuxième laser. De ce deuxième laser. Ouais, sur les carnations. Ouais, sur les carnations. Et vous êtes très modeste en parlant comme ça, parce que je ne suis pas sûre que le public comprenne, parce que la restauration en laser, c'est... Enfin, vous êtes assez peu à savoir l'utiliser. Ce n'est pas évident à utiliser. Enfin, moi, je l'ai vu faire sur les encadrements du Rota Bissenheim.
les restaurateurs ont tous tenté, c'est une Italienne qui est venue. Ben, c'est la même. C'est la même, c'est la seule. Et les restaurateurs de l'équipe peinture ont tenté de travailler sur le laser, ils ont dit oh non, c'est horrible. En sculpture, on est un peu plus habitué parce que justement, on l'utilise sur les pierres depuis longtemps. Et voilà, après, moi, personnellement, ça m'intéresse. Donc, c'est une direction que j'ai prise, par exemple, rien que financièrement, en fait. Voilà, j'ai fait des formations. Donc, j'ai travaillé avec Anna Brunetto à Albi. Et puis, on continue à parler de laser ensemble. Parce que je trouve que ça... En sculpture, on a souvent des couches. Comment dire ? En peinture, ils ont pris plus le temps de faire des jolis repeints et des vernis. Nous, moi, pardonnez-moi cette expression un peu crue, mais les fonds de peau, quoi. Nous, c'est les spécialistes des fonds de peau. On prend tout ce qui reste à l'atelier, on barbouille la sculpture. C'est loin, on voit pas trop. C'est loin, et puis tout de même, la sculpture, elle a déjà des formes, donc on la lit. C'est pas grave si elle est un peu barbouillée. Elle a de la peinture en dessous. C'est pas grave, on repeint, et on la repeint complètement, parfois 10 fois de suite. Donc, souvent, on se retrouve à devoir retirer des choses qui sont vraiment compliquées, et d'avoir cet outil qui ne peut pas tout résoudre, clairement. Des fois, sur le cadre, on n'a pas pu utiliser, sur la partie rouge du cadre, on n'a pas pu utiliser le laser, et on est revenu au gel et au scalpel, c'est-à-dire notre outil le plus ancien. Oui. Voilà, donc il faut c'est une corde en plus qu'on peut utiliser, et après, c'est la méthode, comme dit Annika, qui fait qu'on reste droit dans nos... Et c'est bien, les restaurateurs, vous êtes souvent à la pointe, enfin, vous utilisez vous essayez, enfin, vous testez des choses, alors qui viennent. Moi, on m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, que les gels sont venus de tout l'art de la cosmétique, et que de la beauté, ça c'est passé à la restauration beauté des œuvres. C'est vrai ou pas? Je sais pas. En fait, les chimistes qui ont voulu faire ça pour les restaurateurs, ils sont intéressés à la cosmétique. Mais c'est plus les chimistes qui sont allés chercher dans différents endroits. Et je pense qu'il n'y a pas que la cosmétique, il y a aussi typiquement l'industrie. Oui, c'est souvent l'industrie. Mais il y a des produits qui sont utilisés en cosmétique, c'est plutôt ça. Dans les gels à queue notamment, on retrouve la gomme xanthane qui est présente, je pense, si vous allez en parapharmacie, dans beaucoup de listes d'ingrédients, et qu'on utilise aussi quand on veut faire un gel à queue. Mais il faut aussi sauver, enfin vous n'en parlez pas beaucoup, mais vous utilisez quand même des produits qui sont beaucoup nocifs, et il faut aussi vous protéger. Il y a eu des générations de restaurateurs qui ont vraiment abîmé leur santé à cause des émanations de solvants et autres. Mais je trouve qu'on en utilise un petit peu moins. Moi, j'utilise beaucoup moins de solvants toxiques que quand j'ai commencé. Tant mieux. On est tout diméthylformamide, toluène, machin, avec masque, gants et aspiration. Mais je trouve quand même que c'est vrai, notamment grâce au gel, parfois. Puis des habitudes qui changent un peu. C'est vrai que dans les choix, généralement, on teste d'abord les procédés qui ne sont pas nocifs dans la santé. Et s'ils ne fonctionnent pas, on va vers du plus toxique, mais avec toutes les protections qui s'imposent. Mais sinon, c'est quelque chose qui est vraiment pris en compte par les générations actuelles de restaurateurs. Après, comme c'est un métier féminin, qui dit femme dit parfois femme enceinte. Et là, on était 2 à être enceintes sur le chantier. Ça aussi oblige à se reposer des questions sur comment on imagine la chose. Oui, très bien. Ça, je trouve que c'est important. Alors, je voudrais poser d'autres questions, mais juste pour vous dire qu'on a prévu, après une demi-heure de temps de parole, parce que peut-être qu'il y a des termes, des mots qu'on utilise là, vous aurez besoin d'éclaircissement, donc vous n'hésitez pas ensuite, quand on viendra le temps de parole, à poser ces questions-là. Moi, j'avais une autre question un peu plus générale aussi, puisque en France, il y a des restaurations qui se font dans le cadre de musées, pour des œuvres de musée, mais il y a évidemment, et c'est aussi le cas ici, des restaurations
qui se font dans le cadre des monuments historiques, pour des œuvres qui sont protégées par les monuments historiques. Est-ce que Laure, est-ce que vous voyez des différences entre les œuvres qui sont restaurées pour les monuments historiques et les œuvres qui sont restaurées pour les musées? Ça ne devait pas être le cas, mais est-ce que vous voyez des différences? Il y a quelques différences. Aussi, ouais. Oui, il y a quelques différences. Déjà sur le fait que souvent, et il faut le voir, hein, dans l'exposition, à part les œuvres de la bibliothèque humaniste, toutes les œuvres viennent d'églises. Et donc en Alsace, on a cette merveilleuse association que sont les conseils de fabrique, qui permettent quand même d'avoir des personnes qui sont souvent très intéressées par leur patrimoine, qui le connaissent bien, et qui sont force aussi d'initiative pour pousser les mairies aussi vers des restaurations qui sont nécessaires. Après, on a aussi des mairies très volontaires. Et en fait, ces œuvres, elles sont... donc, je parle des œuvres religieuses, elles sont dans un contexte religieux, elles sont toujours des supports de dévotion. Alors que dans les musées, elles ont quitté le rôle de dévotion pour arriver vraiment dans un contexte culturel, artistique. Elles sont un peu séparées en fait de leur origine. Et je pense qu'on ne peut pas, pour moi, traiter ces œuvres de la même manière forcément, même s'il y a toujours les mêmes grands principes qui guident la restauration et le regard qu'on va avoir. Dans un musée, on va davantage supporter la lacune des restaurations non illusionnistes. D'ailleurs, on était parti là-dessus au départ sur Rodin, avant de voir en fait la résille de lacunes qui étaient créées quand les repeints étaient enlevés, et se dire qu'en fait, une restauration non illusionniste, c'est-à-dire qu'on n'allait pas vraiment tout reprendre. N'allait pas fonctionner en fait, cette restauration non illusionniste. Donc on y a renoncé en cours de chantier en fait, quand on a vu une fois les repeints dégagés. C'est quelque chose qu'on imagine souvent moins dans les monuments historiques, dans les églises notamment, parce que c'est vrai que c'est quand même des œuvres qui sont encore des supports de dévotion, et qu'on aura peut-être moins de place pour la pédagogie. Et qu'il faut du coup davantage peut-être accepter des restitutions qu'on serait moins enclin d'accepter dans des musées où on peut davantage expliquer. Après, les choses changent aussi, et on arrive de plus en plus, par le biais de ces expositions, par le biais du dialogue aussi, à sensibiliser les personnes, le public, les mairies aussi, à respecter la qualité du temps qui passe sur l'œuvre, parce que je pense que ça c'est très important. On peut avoir tendance à vouloir que ce soit tout beau, tout propre, comme avant, et en fait comme avant ça n'est pas possible. Je prenais souvent cet exemple du film Brasil, où le lifting avec le cellophane qui vient complètement tirer le visage de cette dame. On ne veut pas ça pour nos œuvres patrimoniales. Il faut respecter le passage du temps, et je pense que ça peut être très beau. Aussi de voir ce passage du temps sur les œuvres. Il ne faut pas forcément viser à leur donner une jeunesse qui serait artificielle et qui se verrait. En fait, quand on pousse trop loin une œuvre dans une tentative de retour en arrière, on perd aussi sa qualité historique et patrimoniale. Et ça, je pense que c'est très important de le faire sentir. Et pour ça, rien de mieux que des mauvais exemples. On a dans certaines églises, ou un peu moins dans les musées, des restaurations qui ont été... des interventions voilà, qui ont été poussées un petit peu trop loin. Je pense que quand on les voit collectivement, on se rend compte que ça ne va pas. Vous êtes d'accord, les restauratrices? Vous avez eu à travailler pour des monuments historiques et pour des musées? Est-ce que vous avez ressenti ces... Oui, c'est pas forcément... Déjà, ce ne sont pas les mêmes œuvres. Aussi, bien souvent, les œuvres monuments historiques sont beaucoup plus sales. Mais ça compte. Mais forcément, quand c'est un tableau d'église qui est accroché en hauteur, ou même... Enfin, bref. Et ils sont aussi souvent plus sales. Et bien souvent, ont été enduits, revernis, comme ça, par on ne sait trop qui, sur des couches de crasse... Et ça change la donne au niveau du traitement, de la manière de les aborder aussi. Oui, c'est vrai que je pense aussi que on sait qu'elles vont être dans des conditions de conservation parfois moins bonnes, et du coup, on ne fait pas exactement la même chose.
on fait des choses qui vont être plus Robuste. Ouais. Pour résister. Oui, parce qu'on sait que les variations climatiques dans une église, il n'y a pas de contrôle du climat et que voilà, il faut que ça. Ou par exemple que c'est une œuvre qui part en procession chaque année. Parfois, du coup, c'est quelque chose. C'est une œuvre qui est transportée donc par des gens, c'est pas des transporteurs de Roda. Donc, il faut aussi penser à ça, ou que comme elle est située à 5 mètres de haut, et ben, c'est pas tout de suite qu'on va aller s'en occuper la prochaine fois. Donc, voilà. Même si on préconise toujours de l'entretien, toujours d'aller dépoussiérer, on sait que dans les faits, c'est pas forcément toujours facile à mettre en place, et voilà, il faut prendre en compte ça dans le... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est bien. Ouais. Climat humide des églises. Ouais. Ah, bien sûr. Ouais. Et pour essayer, parce que le plus important, c'est vraiment expliquer finalement. Oui. Et je trouve que l'exposition ici de la bibliothèque humaniste joue ce rôle merveilleusement bien. Donc elle vient d'ouvrir, mais vous aurez le temps de présenter cette explication et puis tous les panneaux explicatifs. Et qu'est-ce que vous pensez, en pensant à cette pédagogie, des restaurations qui sont en public, que ce soit dans les églises ou dans les musées, par rapport, enfin, j'imagine que vous, ça doit bien vous ennuyer d'avoir des personnes qui viennent vous poser des questions toutes les 2 secondes et ça vous empêche de travailler, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu une expérience de restauration en public? Est-ce que vous pouvez nous en parler, expliquer ce que vous en pensez? Voilà. Alors souvent, c'est pas que c'est organisé pour que ça soit fait en public, c'est juste qu'on travaille dans des lieux publics. Ouais. Par exemple, les parcs et jardins en sculpture. Oui. Bon, c'est pas toujours très agréable parce que nous, on est concentrés et qu'on n'a pas envie... voilà, mais surtout, ne dites jamais à un restaurateur cette phrase. Quelle passion. Quelle patience. On a une fédération de professionnels, c'est notre association à nous, qui avait fait à une époque petite série qui s'est appelée Il en faut de la patience. Et les volontaires racontaient des journées pour essayer d'expliquer qu'en fait, c'était pas de la patience, c'était de la méthodologie. Et que la patience, on est tous patients pour certaines choses et pas du tout pour d'autres. Et voilà. Ne le dites jamais. Ça nous agace. Bon, vous aurez appris quelque chose. Moi, j'avais un exemple de restauration en public, parce que dans un lieu public, c'était au château de Fontainebleau, et le passage était resté ouvert pour que la circulation puisse se faire dans le château. Donc c'est vrai qu'on était assez proches, il y avait un petit paravent, mais parfois on était sur les échafaudages, et parfois côté fenêtre aussi. Et je pense le plus embêtant dans ces cas-là, c'est les gens qui s'approchent de vous, qui vous prennent en photo sans vous demander. Il y avait comme ça des interactions un peu intrusives, on va dire. Mais de manière générale, je trouve que les restaurations en public qui fonctionnent le mieux, en tout cas dans un contexte muséal, c'est quand il y a quand même une mise à distance et une isolation phonique pour les restaurateurs. Je pense notamment au musée d'Orsay, qui fait beaucoup de restauration en public, ou encore la ronde de nuit au Rijksmuseum, où une deuxième caisse en verre a été fabriquée parce que la première n'était pas assez insonorisée. Et à l'extérieur de cet espace, beaucoup de panneaux explicatifs, à la fois du texte, des images, parce que c'est vrai qu'en peinture, en tout cas, les restaurations en public, quand on n'a pas du tout d'explication autour, le danger, c'est que ce que retient le public, c'est ce geste du coton de tige. Et voilà, la restauration, c'est passer un coton de tige sur une surface, alors que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup d'autres choses. Et quand tout le reste est expliqué, là, je trouve que c'est un format qui fonctionne. Oui, je comprends. Oui, ou parfois, le public a peur de ce qu'on est en train de faire. Nous, en sculpture, parfois, on a des très grosses perceuses. Et on fait des trous dans les sculptures. Ouais. Non, mais on ne le fait pas parce qu'on a envie de les détruire. Juste parce qu'il faut mettre des goujons pour renforcer des parties, etc. Et vous imaginez si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, ce que les gens commencent à fantasmer. Ouais, fantasmer.
Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est un peu ça. Ah oui, ça m'est arrivé d'avoir une très grosse disqueuse. Bon, ben, qu'est-ce qu'on en retient? Mais je pense que c'est préférable déjà de faire attention. Tout ne peut pas être fait en public, notamment quand on travaille avec des solvants. Parce qu'il y a un risque pour le restaurateur qui, lui, va être protégé normalement, mais le public autour, pas forcément. Et ensuite, il faut faire, je pense, plutôt privilégier des temps d'échange avec les restaurateurs, où là, ils vont vraiment pouvoir parler de leur travail sans être en train de le faire. Et je pense que c'est beaucoup plus approprié en fait, d'organiser ces temps d'échange avec les restaurateurs, de leur demander une médiation autour de leur travail pour le public, plutôt que de les mettre un peu en exposition à côté des œuvres qui restaurent. Moi, je pense que tous les cas sont possibles. Au musée Unterlinden, le cahier des charges, c'est qu'il fallait que le retable d'Issenheim soit visible, puisque le musée n'est ouvert que finalement... Enfin, je vais exagérer en disant que grâce au retable. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'était le cahier des charges. Donc, il fallait que ça soit... La restauration se fasse en public. Donc, il y avait un périmètre où les restaurateurs pouvaient travailler, mais ça ne les empêchait pas de travailler en musique pour ne pas entendre les personnes. Et il y avait des temps d'échange très nombreux, organisés, et toute une médiation. On changeait les fiches toutes les semaines pour que les visiteurs puissent savoir, c'est un peu ce que vous disiez, l'actualité de la restauration, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Peut-être qu'on peut partir de là maintenant pour l'espace de temps d'échange avec le public. N'hésitez pas donc à poser des questions sur ce qui a été dit, où nous n'avons évidemment pas abordé toutes les questions liées à la restauration des œuvres d'art, mais si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Est-ce qu'il y a des questions ? J'aurais voulu savoir la part d'action irréversible que vous avez sur une œuvre, sur une restauration comme le retable de Rodin. Le nettoyage. Ah oui. Ou le dévernissage, ou le retrait des repeints, on les enlève, ils ne sont plus là. Mais par rapport à l'œuvre originale Oui, qu'est-ce que c'est l'œuvre originale? Ouais. Qu'est-ce que c'est l'œuvre originale? Est-ce que c'est... Ça n'existe plus, une œuvre originale. Enfin, à part trouver une œuvre dans un grenier qui n'a jamais été touchée, qui n'a eu aucune restauration, une œuvre, elle a eu une histoire, elle a été restaurée, elle a été touchée. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Je pense que c'est rare les cas d'œuvres. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on enlève, c'est irréversible. On ne remettra jamais la crasse, on ne remettra jamais cet horrible vernis gris qu'on a eu tant de mal à retirer. Par contre, tout ce qu'on ajoute est réversible. Tous les repeints, toutes les retouches ont été faits dans des matériaux qui, sous une certaine lumière, en lumière UV par exemple, sont visibles, sont repérables, sont documentés et sont réversibles avec des solvants qui ne sont pas les mêmes que ceux qui permettent de dissoudre la couche picturale d'origine. Donc en tout cas là-dessus, on pense aussi au futur, on pense que ces retouches, peut-être dans 100 ans, auront viré et que s'il faut les enlever, les refaire, eh ben, ce sera dans tous les cas possible et envisageable. Mais par exemple aussi, tout ce qui a été renforcement du support, c'est difficilement réversible aussi, parce que ça a été bien repris. Il y a des choses qui sont irréversibles, mais en tout cas, jamais des choses qui viennent changer la vision complète, enfin la nature profonde du retable. C'est vrai qu'on a on travaille avec des grands principes en conservation-restauration, dont la réversibilité des produits que l'on applique sur les œuvres. Il y a aussi la stabilité de ces produits, la compatibilité de ces produits avec l'œuvre, et un principe aussi que j'aime beaucoup, qui est la retraitabilité. Vous évoquiez les interventions de structure, où effectivement, quand il y a une faiblesse structurelle, on va, par exemple, dans des fentes sur le panneau, injecter de la colle, donc on veut que ça tienne. Donc on peut dire le collage est un peu irréversible, mais cette colle, c'est une colle naturelle qui est compatible avec le bois. On connaît sa solubilité et surtout ses caractéristiques chimiques de cette colle et les caractéristiques chimiques de l'œuvre. Les deux ensemble font que cette fente est retraitable dans le temps. Si on voit que le collage est faible, on peut appliquer une autre colle ou appliquer
à nouveau cette même colle, et tous ces éléments-là vont être compatibles entre eux. Et donc ce principe de retraitabilité est aussi très important, et notamment dans tous les cas de consolidation, où on va appliquer des matériaux qui vont vraiment être bu dans des matières poreuses, comme des bois qui ont perdu leur cohésion. Donc on intervient toujours avec ces grands principes en tête, et ensuite ce sont des arbitrages, faire au mieux entre l'état de conservation, où est-ce qu'on veut amener cet état de conservation, où est-ce que l'œuvre va être conservée. Et donc toutes ces questions sont prises en compte dans le choix des matériaux. Et puis après, des fois, on n'a pas le choix d'être un peu plus... de faire quelque chose de moins réversible, parce que sinon, on ne répond pas à la question d'arrêt d'une altération. J'ai un professeur qui disait un collage réversible c'est bien, un collage qui colle c'est mieux. Ah, jolie formule. Et après, ce genre de décision, justement, elle est souvent prise en collégialité. C'est pas le restaurateur tout seul ou le conservateur tout seul. C'est justement des choses dont on discute et pour lesquelles on essaye de trouver un juste milieu et quelque chose qui va bien. Je trouve que moi, je suis pas du tout restauratrice. On apprend en voyant travailler les restaurateurs, et ces sciences évoluent aussi. Mais je trouve que mon métier de conservatrice des monuments historiques, il consiste surtout à questionner. Moi, du moment que le restaurateur, il peut m'expliquer tout son cheminement de pensée, que c'est logique, qu'il n'y a pas de contradiction, et qu'il a bien vu tous les tenants et les aboutissants, que c'est cohérent avec la déontologie. Eh ben, allons-y. C'est là-dessus. Là, on ne peut pas non plus tout vouloir contrôler. Enfin voilà, il y a des techniques qui sont éprouvées par le temps, et puis il y en a d'autres un peu plus nouvelles. Mais du moment qu'il y a quand même une documentation scientifique solide et des argumentations qui tiennent, je pense que là-dessus, c'est aussi un travail en bonne intelligence, quoi. Sinon, j'ai une deuxième question. Ah. Question plus sur l'œuvre, souvent à des strates historiques et certaines de grande valeur. Comment vous décidez celle que vous allez conserver et celle que vous allez effacer? Une très bonne question. Pas tout seul. Pas tout seul, et effectivement, les textes de déontologie indiquent qu'il faut chercher à conserver le dernier état historique connu. Alors, qu'est-ce qu'un état historique? Vous avez 5 heures. On a considéré, je pense notamment à la Sainte-Anne d'Hammerschwir, qui est une statue qui est présentée dans l'exposition, que la couche de peinture qui avait été appliquée sur la dorure ancienne ne constituait pas un état historique. C'est du choix, c'est de la décision. C'est que cette couche de peinture ne correspondait pas non plus à la date de la sculpture, et qu'en dessous de cette couche, on avait donc fait une petite étude avec des petites fenêtres un peu partout, qui permettait de déterminer qu'on avait une dorure ancienne en dessous, que cette dorure était dans un bon état de conservation. Si elle avait été mal conservée, ou si on n'avait rien eu en dessous, on aurait gardé cette couche années 80 en place. Mais c'est toujours quelque chose qu'il faut faire avec beaucoup, beaucoup de prudence. On retire des couches, soit quand elles sont vraiment... quand elles pénalisent la visibilité de l'œuvre, la lisibilité de l'œuvre. Là, on avait des repeints très débordants sur Rodin, par exemple, qui étaient complètement désaccordés. Ça arrive assez souvent d'avoir des repeints désaccordés. Soit aussi que cette couche, elle ait un effet délétère sur ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire que la matière utilisée, elle est venue tirer la couche picturale en dessous, elle vieillit, elle fait vieillir l'œuvre d'une façon qui met en péril en fait sa stabilité et sa conservation dans le temps. Donc c'est uniquement à ce moment-là, c'est quand même des opérations assez exceptionnelles, j'ai envie de dire, d'enlever des couches complètes pour révéler ce qu'il y a en dessous, parce qu'effectivement, il y a toujours une question de qu'est-ce qu'on enlève et quelle est la valeur historique de chacune de ces couches. Quand on a un doute, on garde toujours la dernière. Oui, c'est des questions qui se posent beaucoup en sculpture polychrome, comme tu l'expliquais, avec des repeints complets sur les objets. Oui, et parfois, on est malheureusement obligé de faire des choix entre deux, qui sont des choix sur lesquels on n'est jamais très à l'aise. Par exemple, une sculpture, mettons, qui a été repeinte plusieurs fois.
En fait, dans certains cas, on va choisir de descendre au premier repeint sur les vêtements, mais de descendre au deuxième repeint sur les carnations. Parce que soit il y a une impossibilité technique, soit il y a un problème de conservation des couches. Elles sont trop lacunaires parce qu'il y a eu un endroit qui a été complètement frotté. On a parlé, les sculptures sont repeintes, revernies, etc. Mais aussi les sculptures sont brossées, avec un peu tout ce qui passe sous la main. Et parfois, c'est complètement gratté, et c'est pas possible quand on dit dégager, un petit truc vocabulaire, un dégagement. Quand on dit je dégage l'original, c'est pas que j'enlève l'original. C'est que j'enlève tout ce qui est au-dessus de l'original. Et donc quand on décide de dégager une couche, il faut qu'elle soit quand même bien conservée, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et voilà. Et alors ça, c'est vraiment des choix qu'on doit bien justifier, qui sont compliqués à prendre, parce qu'on crée une espèce de... D'état hybride. Ouais, état hybride historique qui est compliqué à accepter. Mais parfois, on n'a pas le choix. Ou alors, on ne fait rien. Des fois, on ne fait rien. Oui, aussi. des fois, on ne fait rien. Oui. Donc, voilà, il faut bien réfléchir tous ensemble. C'est collégial. Ouais. C'est vrai que faire moins, c'est pas faire moins bien. Ça, c'est quelque chose que je répète un peu au fil de mes tournées, mais parce qu'on se dit c'est à l'économie, ou ils n'ont rien fait, ou ils n'ont pas voulu dépenser d'argent, mais parfois, faire moins, c'est très bien. Il faut être un peu minimaliste dans nos interventions et être assez humble aussi pour permettre justement à ces œuvres de traverser le temps. Mais c'est vrai que j'ai eu le cas récemment sur une chaire, dans le Finistère maintenant, mais qui est polychrome en dessous, mais la polychromie n'est pas très bien conservée. Et ce qu'on s'est dit, parce qu'il y a aussi une association qui fait Vivre la Chapelle et qui fait de la médiation, ce serait de dégager en fait une bande pour faire une sorte de faille spatio-temporelle qui permet d'avoir un discours sur cette polychromie, mais pas d'aller enlever tout le faux bois qui recouvre cette polychromie, parce qu'en fait, ce qu'on va retrouver en dessous, ça va être en trop mauvais état, ça va nécessiter des réintégrations très importantes, et du coup, on va s'orienter tout doucement vers un faux historique qui ne sera pas acceptable en fait, d'un point de vue de la déontologie. Mais j'avoue que c'est vraiment, ça doit être collégial. Il y a besoin toujours d'une discussion. Il y a besoin après de l'expliquer. Je trouve que ça c'est assez important. Mais chaque restauration est un cas particulier. Enfin, on a beau avoir des chartes, on a beau avoir des grandes théories, chaque cas est particulier. Et c'est possible que si on a bien regardé avant. C'est-à-dire que se lancer dans un dégagement, même dans un dévernissage dans certains cas, il vaut mieux laisser le vernis, parce qu'en dessous, c'est pas regardable. Donc il faut vraiment avoir pris ce temps de faire une étude de la stratigraphie, ensuite des tout petits sondages un peu partout, ensuite des vraies fenêtres de dégagement où on voit déjà ce qui est possible, quelle tête ça a en dessous, etc. Et ça, si on ne le fait pas, si on se lance tout de suite en disant on verra bien, c'est un peu dangereux. Il y a une personne en première. Je me posais la question sur les techniques. Est-ce que vous avez des instituts de recherche qui vous aident dans les techniques, dans les nouvelles élaborations de techniques, ou est-ce que vous devez, entre guillemets, attendre que l'industrie ou que la cosmétique avance pour que vous puissiez en bénéficier? Un peu les deux à la fois. Il y a des centres qui hébergent des travaux de recherche ou des thèses ou des chercheurs partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis aussi. Il y a le centre du Getty à Los Angeles qui est une manne de recherche assez importante en conservation-restauration. Et ensuite, ces spécialistes-là peuvent donner des formations partout dans le monde, et c'est comme ça qu'on peut se former petit à petit aussi à des nouvelles techniques, comme des nouveaux types de gel qui vont sortir, ou des nouvelles applications de tel ou tel produit. Oui, je dirais que ça passe beaucoup par la formation
continue. Et après, il y a aussi des laboratoires qui existent depuis assez longtemps. Enfin, au niveau du Louvre, le centre de recherche et de restauration des musées de France est issu d'un premier centre de recherche qui est ouvert dans les années 70, si je ne me trompe pas, Panchika. Même avant. Le laboratoire de recherche, c'est déjà... C'est les années 60 ? C'est Madeleine Ours. Oui, c'est ça, c'est Madeleine Ours. C'est les années 60. C'est les années 60, voilà. Le laboratoire de recherche des musées de France est devenu le centre de recherche et de restauration des musées de France. Alors la France est un pays centralisé, donc il y a ça, mais où il y a à la fois des historiens de l'art, des physiciens, des chimistes, qui sont... Et c'était assez précurseur à l'époque, et je vous conseille la lecture des écrits de Madeleine Ours, qui sont en plus très divertissants, en plus d'être assez scientifiques, mais elle raconte sa vie en tant que directrice de ce laboratoire, et c'est vraiment assez beau. Et puis il y a le laboratoire de Champs-sur-Marne. Et il y a le laboratoire de recherche des monuments historiques aussi. Donc la culture a aussi investi, le ministère de la Culture a aussi investi ses champs scientifiques pour avoir des véritables chercheurs qui ont des formations en tant que chimistes, en tant que physiciens, en tant que biologistes aussi, sur les questions de moisissures, champignons, etc., qu'on peut avoir dans nos collections. Et c'est extrêmement précieux. Ils peuvent aussi apporter une expertise et parfois aussi du matériel, parce qu'on en parlait un peu avec les lasers, mais c'est vrai que tous les restaurateurs ne peuvent pas s'équiper de tous les types d'outils d'analyse qui existent. On a sous le Louvre l'accélérateur de particules, Aglaé, qui est quand même aussi quelque chose de très rare sur le territoire européen. Il y a aussi des espaces qui permettent d'avoir des photos en infrarouge, en fluorescence X, en l'UV, c'est un peu plus facile, on pourrait dire, mais voilà, toutes ces recherches, en tout cas, sont nourries. C'est vraiment une communauté de scientifiques aussi, les restaurateurs, et c'est ça qu'on a voulu montrer dans l'expo, pour justement sortir de quelle patience et cette vision du petit pinceau à un poil, parce que ça, c'est que la face visible de l'iceberg. Ce qu'on ne voit pas, c'est le temps passé à lire des thèses qui donneraient une migraine, je pense, à n'importe quelle personne, pour vraiment approfondir ses connaissances et élargir le champ des possibles dans le domaine des traitements. Et alors, sur la question de l'industrie, il n'y a pas d'industrie pour la restauration. Zéro. Nous, on est des piques-assiettes. Soit nous-mêmes, on va chercher ce qui nous intéresse ailleurs, soit c'est justement ces fameux scientifiques du patrimoine qui ont une petite idée et vont voir les industries. Mais petite anecdote que Paolo Cremonesi, qui est un grand chimiste italien, qui a beaucoup travaillé sur les questions de nettoyage, nous a raconté un jour en formation, on utilise des pH mètres et des conductimètres très spécifiques qui ont une forme pour pouvoir mettre une petite pastille dessus, bon, bref. Et il y a un petit bout de plastique qui nous embête. Mais vraiment, à chaque fois, on prend notre appareil qui vaut un certain prix, et avec notre petit scalpel, on enlève ce truc en ayant la peur d'aller trop loin et de détruire la cellule qui permet de faire la mesure. Ouais. Et donc, Paolo Cremonesi est allé chez le fabricant japonais, c'est une fabrication japonaise, il lui a dit, quand même, nous, on en a marre, vous ne pouvez pas nous faire un modèle spécial. Il a dit, pas de problème si vous avez quelques millions. On parle d'un tout petit bout de plastique, à juste mettre un morceau différent, quoi. Voilà, donc autant dire que nous, on prend notre petit scalpel et on fait cette opération. Quant à la fabrication de la recherche et des connaissances, il y a aussi ce qu'on fait lors de nos diplômes respectifs. Et ça, c'est très important. En fait, toutes les formations habilité Musée de France, c'est 5 ans, avant 4 ans, et puis après, il y a une réforme, c'est passé à 5 ans de formation, et à la dernière année, en fonction des formations, c'est un peu organisé différemment, mais en gros, il y a un diplôme où on travaille ou sur une problématique ou sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres, et il y a une partie qu'on appelle technico-scientifique, où on s'attelle à un sujet de recherche et on fait des tests en laboratoire, et on essaye de faire avancer. Parfois, c'est sur un produit, parfois c'est sur une technique, parfois c'est sur une imagerie, parfois c'est... Et ça, c'est des choses qu'on consulte.
qui sont disponibles à la consultation en ligne ou dans les bibliothèques des formations, qu'on consulte dès qu'on se pose une question. Ah, mais lui, il a réfléchi, pourquoi ça marche essayer d'expliquer des phénomènes qu'on observe depuis des années, etc. etc. Ça, c'est vraiment de la production de la recherche qu'on fait tous à un moment, même avant de notre carrière, quoi, quand on est encore étudiant. Puis il y en a qui se lancent même dans des thèses. Il y a des restaurateurs qui font des thèses. C'est depuis quelques années. C'est aussi des producteurs de sciences. Voilà, et puis les colloques, et puis de temps en temps, on arrive à avoir une bourse pour faire de la recherche. Ça. Il y a une section restauration à la Villa Médicis. Donc, la Villa Médicis, qui est l'ancienne Académie de français à Rome, où il y a des artistes, des écrivains, des chercheurs qui font des résidences là-bas. Il y a des restaurateurs de temps en temps qui font 1 an de recherche sur un sujet à la Villa Médicis. Voilà. Il y a des choses comme ça un peu parallèles. Si je peux souligner justement l'apport de ces mémoires de recherche, je ne sais pas comment vous les appelez, à la fin avant le diplôme, on travaille avec à la Bibliothèque humaniste, on travaille avec l'Institut national du patrimoine, donc qui forme ces jeunes restaurateurs aussi pour les collections d'ouvrages. Et on a eu l'occasion plusieurs fois d'accueillir des chantiers écoles, donc pour le moment uniquement pour les ouvrages. On a eu aussi l'occasion d'avoir des jeunes restauratrices qui ont choisi des livres de la bibliothèque humaniste pour faire leur mémoire de recherche. D'ailleurs, certains d'entre vous ont eu l'occasion de découvrir cet ouvrage, parce que pour nous aussi, équipe de la bibliothèque humaniste, c'est des mémoires qui sont très précieux. Et croyez-moi, on les utilise bien. Et ça permet aussi, nous, déjà d'avoir une bonne connaissance de l'ouvrage, parce qu'on n'a pas forcément le temps, avec les équipes sur place, d'aller vraiment en profondeur dans la connaissance de nos collections. Et après, on les utilise aussi pour valoriser nos collections auprès du grand public. Donc ça, c'était un petit complément. Donc peut-être qu'un jour, on aura aussi l'occasion de travailler avec l'Institut national du patrimoine pour les œuvres d'art de la bibliothèque humaniste. Et j'avais une petite question aussi moi de mon côté. Donc vous parlez beaucoup donc des possibilités des organismes qui existent en France pour faire avancer la recherche en restauration. On parle aussi beaucoup des Italiens. Je connaissais moins le Getty, mais je ne sais pas comment ça se passe, parce que là on est en Alsace, donc pas très loin de l'Allemagne. Noël, si j'ai bien compris, vous avez travaillé un petit peu en Autriche. Est-ce que l'école de restauration ou la déontologie de restauration dans les pays germanophones est assez proche de la manière de travailler en France et en Italie, parce que bon, finalement les chartes de déontologie sont internationales, mais est-ce qu'il y a un peu des écoles comme ça qui sont un petit peu différentes en fonction des pays? Alors j'ai travaillé en Autriche, j'ai fait des stages à Vienne, au monument historique à Vienne, en cours de formation, donc c'est il y a longtemps. Mais j'ai parfois croisé des restaurateurs, restauratrices suisses, par exemple, lors de constats d'état, lors de montage d'expositions. Il y avait notamment une dame, je crois qu'elle a pris sa retraite, qui, elle, était, je ne sais pas très bien comment vous dire, chef d'atelier, l'atelier de restauration qui était dans les musées de Bâle. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'a pas d'atelier, les musées ne possèdent pas de restaurateurs attitrés, alors que dans d'autres pays, oui. Et donc j'avais rencontré comme ça aussi une restauratrice allemande. J'avais l'impression, mais je ne voudrais pas trop généraliser, qu'elles étaient très peu interventionnistes, je trouvais. Il s'agissait chaque fois de peinture sur bois, de panneaux comme... Mais ouais. Parce que ce que m'avait dit, c'est vrai, ce que dit Noël est juste dans les autres pays. Chaque musée a ses restaurateurs attitrés qui sont en quelque sorte entre guillemets fonctionnaires du musée. Et moi, ce que m'avaient dit les restaurateurs, parce que je trouvais que la déontologie était pratiquement la même, enfin c'était proche, mais qu'ils n'avaient pas le temps de restaurer de façon un peu fondamentale, parce que comme ils étaient attitrés au musée, ils passaient leur temps à faire des constats d'état et des restaurations ponctuelles pour des prêts d'œuvre, des retours dans l'urgence tout le temps. Et c'était vraiment dans l'urgence. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'était assez proche. Avec les Italiens aussi, les restaurateurs italiens aussi, parce que par exemple pour le Rota di Sonheim, dans l'équipe peinture, il y avait beaucoup de restauratrices italiennes.
C'est plus avec les pays anglo-saxons. Enfin, je Ouais, ne les sais pas si vernis. certains d'entre vous ont déjà été à la National Gallery à Londres. Quand on rentre à la National Gallery à Londres, on se dit, enfin, ils n'ont pas la même façon de restaurer les œuvres d'art. On se dit, ah, oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu différent. Et différents comment? Mais ne serait-ce que déjà sur les choix par rapport à un vernis, à Ouais. l'amincissement Ouais. du vernis, ils sont beaucoup, enfin, ils Ça, vont c'est- beaucoup plus loin que... C'est aussi des choix anciens. Je ne sais pas Anciens, si c'est ouais, encore des encore. pratiques Ouais, mais oui, c'est ce qu'on voit. qui se font quand on comme visite ça, les mais musées. c'est vrai. Ouais. Enfin, Ouais. En tout cas, fin 19e, début 20e, il y avait des Ah oui, grosses oui, différences en différences. fonction Ah oui, des mais pays. ça, c'est il y a Je ne sais pas longtemps. si Ouais. ça perturbe, si ça perdure encore. Mais c'est vrai qu'ils vernissent pas de la même manière, je trouve. On voit ça à Londres. Mais moi, je me souviens avoir vu de restauration magnifique. des Ah, collègues mais- étrangers. Ce que je sais, c'est que parfois, c'est des habitudes d'institution. Un petit Ouais. exemple qui est un peu loin de Rodin. J'ai une de mes collègues qui est spécialisée sur les tablettes cunéiformes. Donc, il en faut. Donc, c'est des petites tablettes comme ça, et c'est vraiment les débuts de l'écriture dans l'Orient ancien. Il y en a beaucoup au Louvre et beaucoup au British Museum. De façon, donc elles sont en terre crue à l'origine, donc c'est vraiment une plaque de terre dans laquelle on vient poinçonner presque les petits signes. Au Louvre, on garde la terre crue, on consolide la terre crue. Du coup, cette personne a fait des millions d'études sur la consolidation de la terre crue, qui est quelque chose de très particulier. Ce qui importe, c'est la matière originale. Au British Museum, ce qui leur importe, c'est le sens, garder le texte. Donc, ils ont tout cuit. Pardon. Mais pour eux, c'est normal. Pour nous, ça nous choque parce que on est des aficionados de la matière. Mais voilà, eux, c'est vraiment le texte, c'est ça qui importe le plus. C'est un petit exemple, je trouve, qui est très parlant. Ouais. Effectivement. Je voulais revenir sur la restauration du retable d'Isenheim, du retable d'Isenheim. Et je me souviens que vous aviez organisé à cette occasion-là plusieurs visites avec une médiatrice sur les heures de midi. Et ça, c'était absolument fantastique parce que nous étions en très très petit nombre et qu'on n'intervenait pas avec les restaurateurs qui travaillaient. Et ça, c'était vraiment un bénéfice pour ceux qui assistaient à cela. Et surtout les différences qu'elle faisait, parce qu'on a circulé dans le musée pour montrer d'autres choses, pour qu'on voit la différence, pour qu'on voyait ce que c'était. Et là, je vous en remercie encore, parce que c'était très très bien fait. Il y en a eu plusieurs à la suite. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a essayé plusieurs types de médiation dans les différents espaces du musée, même dès l'entrée, avec des écrans qui circulaient, on donnait l'information de ce qui était en cours. Ces fiches qui ont changé tout le temps, les médiatrices, les restaurateurs et trices aussi qui prenaient la parole. On a essayé toute forme de médiation, mais c'était vraiment nécessaire parce que c'était une restauration complexe. Et puis c'était l'œuvre majeure du musée. Et enfin, pour moi, ça me semble normal. Et là, la publication devrait paraître cette année sur la restauration. Mais je trouve que c'est vraiment important. Et moi, je suis pour expliquer au maximum les restaurations. Et cette exposition aujourd'hui, enfin, à la Bibliothèque humaniste, c'est assez fantastique. Moi, je trouve que c'est important. Enfin, c'est un devoir presque que nous avons de transparence, d'essayer d'expliquer ce qui est fait sur les œuvres d'art. Ouais. Merci encore. Merci. Et merci pour les conférences que vous organisiez également, le lundi soir, je crois. Ouais. C'était très bien. Merci. D'accord. Merci, madame. Si je peux aussi apporter un petit complément de mon expérience à moi. Ce qui est important aussi dans la médiation après ce type de restauration ou pendant ce type de restauration, c'est que c'est aussi de l'argent public essentiellement, ou dans le cas de la bibliothèque humaniste et de la restauration du retable de Rodin, aussi énormément d'argent de mécènes. Et du coup, c'est un devoir aussi pour nous d'être transparents et de leur expliquer comment on prend soin de ce patrimoine qui est aussi le patrimoine de la ville de Sélestat et en fait, on peut le dire aussi, le patrimoine de tout le monde en fait. Donc c'est aussi de ce point de vue-là que en fait, on ne se pose même pas la question, c'est indispensable, à mon sens. Oui, tout à fait.
Justement, une question pour les commissaires de l'exposition. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à monter une exposition comme ça sur une restauration? Oui, merci. Alors, ce qui était assez particulier, c'était déjà de la concevoir, cette exposition, donc de trouver comment on allait pouvoir expliquer et vraiment montrer, parce que c'est le principe de l'exposition, c'est bien de montrer, sinon on aurait fait une publication, et d'élargir vraiment le discours pour essayer de montrer ces logiques de restauration et de donner une autre image de la restauration. C'est aussi ce qui nous tenait à cœur, c'est de montrer cet acte scientifique de la restauration, au-delà du geste, même si le geste est absolument formidable et important. Et en fait, ce qui a été... on a beaucoup travaillé en commun. Le choix des œuvres a été fait assez facilement parce qu'en fait, j'avais eu beaucoup d'œuvres protégées, au titre des monuments historiques récemment restaurés, qui permettaient d'élargir le propos. Pour parler de peinture, j'avais des peintures de la même période, de la même époque, du même zone géographique qui avait été restaurée en peinture. Je me suis dit, super. Une sculpture dorée qui permettait de développer aussi ce sujet-là. Donc, elle a pris sa place. Les choses sont faites assez naturellement. Et puis les tableaux de Saverne avec le travail sur le support qui était enfin visible, qui permettait de montrer ce qu'on ne voit pas forcément sur l'œuvre. Donc ça, c'était déjà le choix des œuvres qui s'est fait, j'allais dire, de manière assez naturelle, même si derrière, il a fallu aussi convaincre les prêteurs de nous prêter ces œuvres, mais ce qu'ils ont accepté aussi très, très, très généreusement. Ensuite, il y a eu toute la partie rédaction des textes et de la préparation de la scénographie un peu en même temps. Et ça a été un travail en commun. Et je tiens à saluer vraiment la qualité des équipes de la ville de Sélestat, puisque tout s'est fait en interne. Donc la conception de la scénographie, la menuiserie, la serrurerie, la peinture, c'est quand même tout un tas de corps de métier qui se sont mis en commun autour du projet, avec lesquels on a beaucoup échangé pour se mettre d'accord. Donc on a beaucoup tourné les plans dans tous les sens. Ce qui était compliqué, c'est que c'était aussi à distance, parce que moi je suis en Bretagne depuis le mois d'août, donc ça a été assez intense, mais très, très intéressant. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il fallait rendre ce discours accessible. Donc mes premiers textes ont été absolument sabrés pour rendre le discours audible aux spectateurs, sans prendre non plus les gens pour des imbéciles. Fallait que ce soit à la fois accessible, mais aussi juste. Parce que je pense que si on va dans une exposition comme celle-ci, c'est aussi pour apprendre des choses, et pas juste voir des choses qu'on connaît déjà. Et là-dessus, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, et ce qui va avec les rapports de restauration, c'est que les restaurateurs nous ont aussi fourni beaucoup de photographies qui permettent d'illustrer en fait les choses qu'on écrit et qu'on raconte à côté, et que du coup le visiteur, quand il est dans l'exposition, peut avoir cet avant-après et aussi ce pendant. Et ça, pour nous, c'était assez important, et je trouve que c'est une belle réussite. Mais voilà, je laisse Chloé... Je complète, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Laure... en tout cas, on a le même ressenti. Voilà. Ouais. Et en fait, il y a aussi eu un travail de médiation fondamental, en fait. La plupart du temps, c'est pas parce qu'on veut pas travailler ensemble, au contraire, mais en fait, on est tous pris par nos missions, par l'accueil des publics. Et en fait, malheureusement, on n'a pas forcément toujours l'occasion, on ne prend pas forcément toujours le temps de travailler dès la genèse en fait, du projet avec l'équipe de médiation. Et ça fait plusieurs expositions qu'on monte et qu'on se dit non mais vraiment c'est bête, on aurait vraiment dû prendre ce temps. Et là on s'est dit on n'a pas le choix en fait. C'est un sujet qui est technique, qui est scientifique, qui va passionner le grand public, ça on en était certaine. Je peux dire certaine parce qu'il n'y avait que des femmes autour de la table. Mais vraiment on avait la foi en fait de ce point de vue-là, mais on savait que quand même on avait un défi devant nous, c'était rendre compréhensible ce discours scientifique finalement, parce que c'est quand même un discours scientifique. Et donc on a travaillé dès le début avec, je peux la citer, Camille Véron, une des médiatrices de la bibliothèque humaniste, qui a beaucoup relu les textes. En plus, elle a l'expérience d'avoir beaucoup travaillé à la rédaction des textes du musée, du parcours permanent. Donc elle a déjà cette expérience et aussi ces qualités rédactionnelles qui sont très, très utiles. Et puis on a eu aussi la chance de pouvoir profiter des outils de médiation que le musée Unterlinden avait conçus pour l'exposition de 2024 sur justement la peinture et sculpture germanique, couleur, gloire et beauté. Voilà.
Et aussi, ce qu'on avait prévu dès le départ, c'est de travailler avec, pour le coup, lui ne travaille pas à la ville. On aimerait bien, hein, mais bon, on n'a pas forcément les moyens d'avoir un vidéaste réalisateur au sein des équipes de la ville. Mais voilà, on a fait appel à Marc Linoff, qui a en fait réalisé beaucoup d'interviews de l'équipe de restauration du groupement Cambon de la Valette, et qui est plusieurs fois allé à Paris, plusieurs fois en Bourgogne, et qui ensuite nous a réalisé un film documentaire qui sera visible juste après la table ronde pendant toute la durée de l'exposition temporaire dans l'auditorium de la bibliothèque. Et ça permet aussi justement de compléter cette exposition temporaire. Et surtout, ce qui était important pour nous, c'est que finalement, ce film, on l'a. Et une fois que l'exposition temporaire sera refermée, démontée, on aura toujours ce film. Et du coup, on aura toujours une manière, un support, un outil pour communiquer et faire de la médiation autour de la restauration du retable de Roderne, qu'on espère évidemment un jour pouvoir faire réintégrer le parcours permanent de la bibliothèque humaniste, donc au premier étage. Et ça, c'est l'objet d'une future aventure, d'un autre projet. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non. Mais écoutez, je vais laisser peut-être Panchika clôturer la table ronde, et puis moi je dirai un tout petit mot à la toute fin. Très bien. Merci beaucoup Chloé. Merci beaucoup aux 4 intervenantes de cette manifestation. Et puis vraiment merci beaucoup à la Bibliothèque humaniste, parce qu'en répondant à la question de monsieur sur justement le pourquoi de cette exposition, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'expositions sur les restaurations des œuvres. Il y a des publications, on est d'accord. Je vois par exemple au musée du Louvre actuellement, il y a une petite exposition, c'est tout petit, sur la restauration du retable de Moulins, qui est quand même quelque chose de fantastique, du peintre Jean. Et c'est une œuvre de 1494, c'est extraordinaire. Ils ont mis des œuvres à côté. Il y a un panneau, il y a un petit film sur la restauration, et je n'ai pas trouvé le nom des restaurateurs. Il n'y a pas le nom des restaurateurs. Et ça, je trouve ça quand même un tout petit peu bizarre. Et donc là, vous mettez à l'honneur les restaurateurs, ce qui est normal. Voilà. Et bravo, parce qu'il faut le faire, il faut un peu changer les mentalités des personnes qui s'occupent des œuvres d'art et je ne sais pas, qui ne parlent pas des restaurateurs. Donc c'est étonnant. Donc merci à la Bibliothèque humaniste et merci à vous, le public, d'être venu à cette table ronde et puis d'avoir posé des questions. C'est toujours agréable. Merci beaucoup. Donc quelques mots pour clôturer. Alors déjà, je voulais très sincèrement remercier Panchika qui a accepté. Je l'ai appelée il n'y a pas si longtemps que ça pour lui demander si elle était d'accord d'animer cette table ronde sur la suggestion aussi de Laure. Voilà. En plus, Panchika, elle a quand même travaillé aussi dans le cadre d'un conseil scientifique qui avait été mis en place au moment de la première étude, donc en 2017, du retable de Roderne. Et voilà, pour moi, c'était important aussi qu'il y ait une personne présente à ce moment-là autour de la table. Merci évidemment aux 3 restauratrices ici présentes, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler avec Adèle et Annika. Et puis Noël, c'est vrai qu'on s'est un peu croisés, on s'est moins fréquentés encore, mais je pense qu'il y aura d'autres projets à mener. On a justement le retable de la Sainte-Anne qui est exposé à la toute fin de l'exposition temporaire, et qui attend aussi patiemment son tour pour être restauré. Donc voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble dans le futur. En tout cas, c'était vraiment aussi, là j'ai fait un petit mot personnel, une très belle aventure professionnelle et humaine. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai juste envie de recommencer. Voilà, nous aussi. Oui. Merci beaucoup au public et puis au plaisir de vous revoir dans les 3 prochains mois dans l'exposition temporaire. Merci.